Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez à Dakar. Vous êtes du côté de Bamako. Merci de votre fidélité dans cette émission. Nos invités s'expriment évidemment. Vous aussi, auditeurs, nous allons essayer de jeter un coup d'œil évidemment sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Le temps que ça s'ouvre de l'autre côté. Notre invité dans ce studio, Monsieur Tibou Camara, qui n'est plus à présenter. Avec lui, nous allons continuer le débat dans un instant, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous choisir. Bonjour, les grandes gueules. C'est Diaby depuis Dixine, Lamine. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Dites à M. Tibou Camara que les arrangements politiques ne garantissent pas la galerie de la démocratie. Ils ont laissé nos lois et c'est ce qui pose problème aujourd'hui et non l'installation, évidemment, de ces maires. On reste dans le sillage avec Corbeau Abaldé qui dit depuis Lambagny, 10 000 francs, c'est bon. Ces jeunes, ce sont des excités sans vision. Je comprends pas ces rapports. Allez, on y va avec cet autre qui nous écrit, Alpha Oumar Pité de Nobé. Lamine, je suis entièrement d'accord avec Roby de ne pas frapper les enfants, car un enfant, c'est comme un récipient propre. C'est à ses parents de mettre donc les bons contenus dedans. Ceci dit, l'avenir d'un enfant dépend de son éducation à la base. C'est pourquoi il y a un adage qui dit il est plus facile de mettre un enfant au monde, mais très difficile évidemment. Le message est parti malheureusement. Allez, on y va, mon cher Moussa Moïsila, avec notre invité ce matin, Monsieur Tibou Camara. Oui, question, d'accord, mais moi j'avais une deuxième question à laquelle il n'a pas répondu. Ouais. C'était un peu de savoir de quoi est-ce qu'ils ont hérité en prenant fonction. C'est que l'une des premières mesures qui ont été prises par le gouvernement Kassori lors de ces 2 premiers mois de gouvernance, c'était aussi l'interdiction générale des manifestations. Il y a eu interdiction de certaines manifestations initiées par les forces sociales, par les syndicats, mais ce qui a surpris tout le monde, c'était le fait d'étendre la mesure à toutes les entités donc qui avaient des choses à exprimer dans la rue. Oui. Et à l'époque, on a remarqué que dans le gouvernement, seul le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, M. Khalifa Gassama Diaby, était sorti dans les médias pour dénoncer cette mesure gouvernementale, cette mesure prise par un gouvernement auquel il appartient. Aujourd'hui, l'opinion aimerait entendre le ministre conseiller personnel du chef de l'État sur cette mesure. Qu'en pense-t-il? Ouais, justement. Roby veut rajouter quelque chose en complément? Mes questions. Monsieur le ministre va prendre le loisir de répondre aux différentes questions. Bien sûr, je suis là pour ça et je le ferai avec beaucoup de plaisir. Donc je commence par l'héritage. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire que c'est moins important la situation dont on hérite, qui souvent sert d'excuse à la faiblesse dans la conception d'un véritable projet pour l'avenir. Ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que chacun a fait avant. Qu'est-ce qu'on leur propose? Parce que vous savez, depuis longtemps, on a entendu dire, on a hérité exact. Bon, non, ce n'est pas une belle tournure. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent insisté beaucoup plus sur le passé, notre histoire, que notre avenir. Ce qui est le plus important, bon, que ce soit celle du président ou de quelqu'un d'autre, mais je veux dire, les Guinéens, dans leur grande majorité, se préoccupent peu de ceux dont le gouvernement hérite que ce que le gouvernement en place leur propose. Je souhaite qu'on accentue le débat sur ce que nous proposons pour changer une situation qu'il y a lieu de changer, plutôt que de prendre comme excuse un héritage ou une succession difficile pour expliquer l'immobilisme ou la difficulté à satisfaire une demande sociale qui est de plus en plus forte. Sauf que les faits parlent d'eux-mêmes, monsieur le ministre. Les faits concernant quoi? Lorsque vous parlez du passé et l'avenir, vous parlez d'actions prises, de dynamique du futur, etc. Et de ne pas trop s'apesantir sur le passé, etc. Lorsqu'il y a des actions concrètes qui sont prises et que la population sent l'impact de ces actions-là sur sa vie quotidienne, se préoccupe pas du passé. Ce que je voudrais vous dire, et qui est à mon avis essentiel, c'est que pour la première fois depuis longtemps, la nomination d'un Premier ministre a suscité de l'espoir au sein de notre opinion. Cela lui impose une exigence de résultat. Deuxièmement, pour la première fois depuis longtemps, le gouvernement, il est vrai,
a pris une décision qui peut-être aurait demandé un peu plus de concertation, donc une adhésion plus large, qui est celle de l'augmentation du prix du carburant, mais il aurait eu le mérite d'avoir été constant dans la décision et de n'avoir pas paniqué devant la difficulté à mettre en œuvre une mesure qui était nécessaire. Parce qu'on était face à un paradoxe. La difficulté à faire passer la mesure et la nécessité de la prendre. Mais il y a un temps de discussion, il y a un temps de décision. C'est vrai que l'un s'est confondu à l'autre, ce qui explique une incompréhension, mais lorsqu'on a essayé de rattraper ce retard au démarrage, je pense qu'il y a eu un peu plus de compréhension et la décision est passée plus facilement. Parce que vous avez parlé du bilan. N'oubliez pas qu'on a pris fonction, et ça répond à la question de l'héritage, au moment où il y avait une crise sociale qui était en cours, liée à la nécessité d'augmenter le prix du carburant. Ensuite, il y avait une crise pendante depuis un moment qui était la crise politique liée au contentieux électoral, qui empêchait la mise en place d'une des dispositions essentielles, la décentralisation, les conseils communaux en place. Donc, deux crises presque simultanées et l'une aussi grave que l'autre. Et aujourd'hui, l'un des bilans, moi je pense, de ce gouvernement est d'avoir réussi à empêcher qu'il y ait une première crise liée à l'augmentation du prix du carburant et d'avoir dépassé le contentieux électoral. Ce n'est pas un moindre bilan dans un contexte d'instabilité chronique et de crise permanente. Parce que je vais vous dire, regardez autour de nous, que ce soit en Afrique ou dans le monde, tenir déjà les pays dans un climat de confiance des institutions et de stabilité politique et sociale, ce n'est pas le moindre mérite des États. Parce que très peu d'États aujourd'hui connaissent la stabilité, très peu de pays connaissent une paix durable. Ce gouvernement, en 100 jours, a réussi quand même à enlever le doute dans l'esprit des Guinéens par rapport à l'instabilité ambiante dans le pays et renaît progressivement de ses cendres pour poser des jalons vers un avenir que nous souhaitons tous radieux, mais qui sera jalonné de beaucoup de difficultés. Même s'il fallait restreindre les libertés publiques, les libertés de manifestation. Donc pour revenir à ma question. Moi je suis favorable dans un état de droit et dans un contexte démocratique à l'élargissement des libertés et à l'affirmation des droits. Tout ce qui est restriction des droits et des libertés dans un contexte démocratique, dans un état de droit, je ne suis pas favorable à cela. Parce que nous avons besoin de plus de liberté, de plus de démocratie, et il faut avoir la culture de la tolérance qui suppose d'accepter que les libertés s'expriment, que les droits s'expriment. C'est cela qui fera l'honneur de l'État et construira une paix sociale durable. Alors, monsieur le ministre... Disons que ce n'est pas utile. De mon point de vue, ce n'est que mon avis, c'est d'ailleurs une réaction à ce que vous dites. De mon point de vue, on ne peut pas dissiper le doute au sujet de la stabilité aujourd'hui en Guinée. Des raisons bien simples. Certes, la question du carburant, on est en train de dire qu'elle est évacuée, mais la question du port autonome de Conakry reste pendante. On ne sait pas ce que ça peut provoquer. Au-delà de ça, le SLEG d'Aboubacar Silla, il y a ces revendications. Aboubacar Souma, septembre, c'est maintenant. On avait espéré que cette revendication puisse être évacuée avant. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve par rapport à cela? J'ai envie de dire, on ne peut pas reconnaître à Kassory le mérite d'avoir ramené la stabilité en Guinée au terme des 100 jours. Nous devons le reconnaître, le mérite d'avoir ramené la stabilité, j'insiste, et l'attendre dans l'effort d'approfondir cette paix qui est aujourd'hui en cours. Parce que c'est un acquis que le pays est stable. Mais est-ce que c'est une certitude qui continuera à l'être? Il ne faut pas mélanger les genres. Aujourd'hui, il est évident qu'il n'y a plus de crise liée à l'augmentation du prix du carburant. C'est une certitude. Ça peut être une crise latente, hein, monsieur le ministre. En attendant, elle est passée. La pilule est encore difficilement avalée par la population. La vie est un cycle. Tout comme la pilule de l'augmentation des revendications des enseignants n'est pas encore avalée par l'État. La pilule sur l'augmentation du carburant est une pilule difficile à avaler. Donc ça peut être une crise latente, hein. Bien. Non, allez-y, monsieur le ministre. Une crise latente, ça veut dire qu'une crise qui n'a pas éclaté. La crise liée à l'augmentation du... Non, l'attente et en attente, c'est différent. L'attente et en attente, c'est différent. Une crise latente, c'est une crise qu'on n'a pas encore connue. La crise liée à l'augmentation du prix du carburant, on l'a connue. La crise du contentieux électoral, on l'a connue. Maintenant, il y a un risque peut-être qu'il y ait une répétition d'autres crises. Ça, j'en conviens, puisque je n'ai pas le don de lire dans l'avenir. Et puis, je viens de le dire, je pense qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays
qui n'est pas confronté à la difficulté. Je vous ai donné l'exemple de la France qui quand même a une longue pratique éprouvée des libertés et des droits où la conscience citoyenne est beaucoup plus aiguisée que chez nous. Mais la moindre réforme en France donne lieu à une levée de bouclier. On a vu la grève des cheminots, on a vu la grève des retraites. Tout ce qui est réforme dans un État pose problème parce que ce sont des habitudes qui sont perdues. L'homme résiste naturellement au changement, sauf lorsqu'il est à son avantage. Et malheureusement, les réformes d'intérêt collectif ne coïncident pas souvent avec les intérêts égoïstes qui peuvent être catégoriels comme qui peuvent être individuels. Je dis encore que le Premier ministre Kassouri, je le reconnais, deux qualités. Il y avait une crise qui était en cours liée à l'augmentation du prix du carburant. On peut reprocher la méthode, on peut spéculer sur le résultat, mais il est évident que sur la question de l'augmentation du prix du carburant, il a réussi tant bien que mal à passer ce cap qui était jugé difficile et comportait un péril par rapport à l'indignation que ça a suscité, entre guillemets, au sein de notre opinion publique. Le contentieux électoral qui était pendant, il a réussi à surmonter ce contentieux électoral. On ne parle plus de crise électorale, on parle d'installation des conseils communaux. Cela aussi est un acquis. Et puis de l'autre côté, ce que je reconnais, c'est que, au début, je le disais, gouvernement Yula, torpeur. Là, au moins, on bouge un peu. Gouvernement Yula, on disait manque de leadership, manque de décision, manque d'autorité. Là, on reproche au Premier ministre d'en faire un peu trop. Donc, au moins, on est dans l'action. Et c'est quand on est dans l'action qu'on a du courage. Parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de courage. Et gouverner comporte un risque. Et nous avons besoin de plus en plus d'hommes courageux, déterminés dans l'action publique, même si dans l'immédiat, ils peuvent être compris, l'histoire leur rendra justice. Voilà, Thibou Camara, notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Et Thibou Camara, comment se porte le département de l'industrie? Nous savons que, bon, c'est ma conviction personnelle, ce département peine à occuper la place qui lui revient de droit. Alors, comment vous l'avez trouvé avec le personnel et quel est le cap que vous vous êtes fixé à la tête de ce département? Le département de l'industrie, c'est vrai, c'est un département qui est méconnu, pour ne pas dire inconnu. Or, aujourd'hui, dans tous les pays, la politique industrielle est au cœur des stratégies économiques et constitue un véritable avenir dans la mesure où c'est un secteur porteur qui peut justement faire face à une question aussi épineuse que celle de l'emploi, notamment de l'emploi jeune, de l'entrepreneuriat, puisque c'est en même temps l'industrie que les PME, c'est vraiment l'économie réelle. C'est là où, si on accentue les efforts, et c'est cela mon objectif, nous pouvons contribuer à réduire la pauvreté. Donc nous sommes en train de réfléchir, le cadre organique vient d'être signé avec des innovations par la création de nouveaux services. Nous sommes en train de nous atteler à viabiliser et sécuriser les zones industrielles. Nous voulons mettre en place un fonds de soutien justement aux industries et aux PME pour favoriser quand même la création d'entreprises et d'emplois, l'entrepreneuriat jeune et féminin. Vous savez, comme je le disais, le bien fait beaucoup de bruit, mais le bruit ne fait pas beaucoup de bien. Je suis en train de travailler dans le silence, dans le secret du ministère, avec des cadres dévoués, professionnels, engagés pour leur pays. Le bilan, le mois venu... En même temps, avez-vous fait le constat quand même que le secteur privé, qui doit être la base de toute économie, est aujourd'hui presque à l'abandon. Ceux qui évoluent dans le secteur privé se plaignent que de certaines dispositions qui sont mal appliquées en ce qui concerne par exemple la passation des marchés publics, et aussi il y a des données qui prouvent à suffisance que c'est un secteur privé aujourd'hui qui est divisé et qui est affaibli. Comment vous allez réussir à relever ce défi? Aussi dans les petites guéguerres au sein du gouvernement et au sein de l'administration, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, il a été question de vous retirer les PME, de retirer de votre département les PME? Non, c'est le ministère de l'Industrie et des PME. C'est ainsi que le décret a été publié et j'ai été nommé ministre de l'Industrie et des PME. Je ne vois pas si on avait l'intention d'amputer le ministère d'une de ses attributions pour qu'on ne l'aurait pas fait avant la publication de la structure du gouvernement ou ma nomination à ce poste. Je pense que... Il y a eu quelques manœuvres quand même dans ce sens. Disons que lorsqu'un nouveau gouvernement est mis en place,
dans le cadre du processus de restructuration des ministères, il y a ce qu'on appelle les attributions à déterminer, puisque certaines missions recoupent d'autres, d'autres missions sont plus proches d'autres missions, et ce qu'on appelle la phase de concertation qui va même jusqu'à l'arbitrage en ce qui concerne les attributions qui reviennent aux uns et aux autres. C'est un processus, un exercice courant dans la formation des gouvernements et dans la définition des attributions de ses membres. Il n'y a rien de particulier. Je vais peut-être poser trois en une. Vous dites travailler en secret, par exemple, pour l'avancée dans le domaine de l'industrie, dans la discrétion. Dans d'autres pays, par exemple, récemment, pendant les vacances, on était en formation au Nigeria. Au Burkina Faso, il y a des procédés quand même dans le domaine de l'industrie pour la conservation des produits locaux. En Guinée, on est quand même un pays très riche. Quand nous prenons Kindia, par exemple, ou bien la forêt, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens dans le domaine de l'industrie? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Les deux autres questions, c'est par rapport au port autonome de Conakry, monsieur le ministre. Vous êtes le conseiller personnel du chef de l'État. Vous avez suivi tout le bruit qui se fait par rapport à la concession d'une partie du port à Al-Bayrak, la société turque, mais aussi le scandale qu'on a révélé ici récemment au niveau de la Banque centrale de Guinée. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour réagir? Est-ce que, à votre avis, la Banque centrale ne devrait pas organiser une conférence de presse pour répondre à toutes ces questions que les Guinéens se posent? Vous avez parfaitement raison, madame. Je viens de le dire et je le réitère, qu'à notre époque, avec l'évolution des opinions publiques et l'exigence de la démocratie, il est nécessaire de consulter avant de décider. Et lorsqu'on décide, de l'expliquer. Donc, lorsqu'il y a un doute concernant un acte public ou la gestion d'un tiers dans l'espace de l'État et de l'administration, le minimum, par respect et par courtoisie, mais par nécessité aussi, parce que, je vais vous dire, le minimum, c'est de s'expliquer et d'expliquer. Parce qu'il faut toujours, en tout cas moi, c'est ma posture, accorder à l'autre le bénéfice du doute, le bénéfice de la bonne foi. Pensez que parfois, lorsqu'on pose des questions, ce n'est pas nécessairement pour accuser, condamner. C'est pour savoir, comprendre et éclairer la lanterne publique. Mais on ne peut plus, au niveau de responsabilité où chacun de nous se trouve, faire le culte du secret ou avoir le mépris de l'opinion. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Parce que je vais vous dire, les révolutions naissent du sentiment de frustration lié à une déficience dans la gouvernance. Lorsque les scandales, surtout lorsque ce n'est pas établi, ou lorsqu'il n'y a pas eu d'instructions qui permettent réellement d'en dire la véracité ou non, à force d'entendre tous les jours, même à tort, même sans fondement, qu'il y a une succession de scandales dans l'État, à terme, ça a une incidence sur l'image de l'État, la stabilité des institutions, parce que les citoyens, au fur et à mesure qu'ils apprennent que le pays est mal gouverné, ou que ceux qui sont comptables de la gestion publique se rendent coupables de forfaiture, peut être amené à la révolte. C'est comme ça que les révolutions naissent. Donc il faut anticiper, surtout lorsqu'on estime qu'on est accusé à tort. Il y va de l'honneur de l'État, il y va de la crédibilité des institutions publiques. Mais comment comprenez-vous qu'il n'y a pas de réaction aussi de ce côté, monsieur le ministre? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je crois, du côté de la Banque centrale. Je pense déjà qu'il y a eu un début de réaction parce qu'il y a eu un communiqué. C'est vrai, communiqué? il n'apporte pas toutes les réponses. Un communiqué menaçant plutôt les médias. Laconique qui ne dit rien. Exactement. Voilà. Maintenant, je remarque aussi que dans le communiqué, non, je pense que celui que j'ai lu et qui est plus récent, il n'y a aucune menace. Au contraire, il y a non seulement... Non, je viens de lire un communiqué, vous voyez, celui d'hier. On se réserve de... Parce qu'il y a beaucoup de communiqués le contenu du communiqué qui circulent au compte de la Banque centrale. Ben, ce n'est pas ce qui est important, menacer ou non. Normal, je dis encore une fois de plus que lorsqu'on pose des questions, ce n'est pas pour dénoncer nécessairement ou pour accabler forcément. C'est pour savoir et comprendre. Et c'est en cela que le rôle des médias est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé, avec l'opinion qui est attentive à travers les médias qui sont vigilants, de faire plus attention dans nos actes, dans nos propos, et cela contribue à assainir la gestion publique et à moraliser la vie publique. Moi, je crois que c'est un rôle qui est essentiel. La Banque centrale est une institution extrêmement importante dans le système économique de notre pays. Sa réputation et la confiance qu'on peut avoir dans l'institution, c'est essentiel pour la survie de notre économie. Donc, lorsqu'elle est mise en cause,
le minimum, c'est de se défendre, surtout lorsqu'elle estime, comme j'ai cru le comprendre, qu'elle n'a rien à se reprocher. Le gouverneur de la Banque centrale, moi-même, j'ai cherché à le savoir, est en déplacement, en mission à l'étranger. Il reviendra lundi. Et je pense qu'à son retour, il prendra à bras le corps ce problème. Mais il va éclairer l'opinion sur toutes les zones d'ombre. Forcément, il a réagi parce que la Banque centrale ne peut pas faire de communiqué sans concertation. Et quel communiqué encore, monsieur le ministre? C'est pourquoi je dis, on attend son retour pour qu'il se prête aux questions, pour éclairer toutes les zones d'ombre. Parce que non seulement il y va de l'honneur du responsable qu'il est, mais de la réputation de l'institution qu'il dirige. Je pense que le minimum qu'on attend de lui, c'est une explication qui permette d'éclairer la lanterne publique à propos de ce que moi je ne considère pas encore comme étant un scandale, mais une incompréhension par rapport aux activités de la Banque centrale. Vous allez être très je ne préjuge pas. Vous allez être très surpris. Attendez, Roby, et le cas du port autonome, parce que madame a posé 2 questions. Le cas du port autonome de Conakry, comment comprendre? Hier, Céludana était sur notre antenne, vous l'avez écouté forcément en ce qui concerne l'attitude, ou en tout cas les agissements du ministre Aboubacar Silla. Comment comprendre ce qui se passe au port autonome de Conakry? On va dire, j'ai envie de dire, la République du port. D'abord, moi, lorsqu'il y a un contrat et un marché public, je me pose 2 questions d'usage. Est-ce que c'est fait comme ça doit se faire? Est-ce que le pays y trouve un compte? Je ne suis pas dans le débat de dire on a vendu le pays. Là n'est pas la question, monsieur le ministre. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Voilà, comment comprendre? Je suis en train de vous dire que lorsque il s'agit des contrats et des marchés publics, je me pose 2 questions d'usage. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous comprendrez mieux. Je dis que, est-ce que ça a été fait comme ça doit se faire? Ma première question, est-ce que le pays y trouve son compte? Moi, lorsque j'ai les réponses à ces 2 questions, je me fais une conviction. Avez-vous posé ces questions au ministre ou pas du tout, au président Condé, qui est votre... vous êtes son conseiller personnel? Non seulement j'ai posé la question au président de la République, mais il y a une réponse qui est en voie de préparation pour expliquer tout ce qui n'est pas compris par l'opinion. J'ai même vu des images, parce qu'il y a des questions plus pointues que d'autres concernant le contrat. C'est vrai que le contrat en lui-même suscite des questions, mais il y a des points précis qui suscitent encore plus de questions que d'autres. Donc, en plus, nous sommes dans un état de droit. Lorsque, vous l'avez dit vous-même sur les antennes, il y a un contrat de cette nature et de cette importance pour le pays, ce ne sera pas que du ressort exclusif de l'exécutif. Ça veut dire que le contrat va être soumis à la censure du Parlement. Ce n'est pas le fait du prince. Nous sommes dans un état de droit. Mais le débat qui est engagé, moi, c'est un débat qui me gêne. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui est une survivance du passé. Très souvent et trop rapidement, on dit qu'on a vendu le pays. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, parce que c'est une histoire qui est connue. Lorsque le président Houphouët-Boigny a lancé les grands chantiers et a encouragé l'investissement étranger, tout le monde a dit que le président Houphouët-Boigny a vendu le pays. Mais lorsque vous voyez les gratte-ciels aujourd'hui au plateau, vous voyez tout ce que cela a suscité comme développement dans le pays. Et jusqu'à la fin, le sentiment des Ivoiriens aujourd'hui est beaucoup plus un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de condamnation à son encontre. Monsieur le ministre, le manque de sérénité, permettez-moi de poser cette question, le manque de sérénité des 2 directrices, en l'occurrence la première et la seconde, et leur spectacle devant les syndicats, en dit long sur ce qui se passe au port autonome. Mon sentiment sur l'incident auquel vous faites allusion est un sentiment simple. Cette sortie de la direction du port a rajouté de la confusion à la confusion et ne permet pas une sérénité sur la question, ni la manifestation de la vérité, surtout dans un contexte de polémique qui est en cours. Moi, ma conviction, c'est que la direction générale du port, qui est quand même l'entreprise qui a signé le contrat, quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles on pose un acte ou on prend une décision, il faut être capable de l'assumer et surtout de l'expliquer. Vous savez, les positions que nous occupons, pourquoi on dit responsabilité? On ne dit pas confort, on ne dit pas sinécure. Lorsque vous êtes à un poste public, on dit qu'il est en responsabilité. Ça veut dire agir, assumer et aussi avoir à l'esprit qu'on n'a pas toujours le choix de choisir ou de décider. Parce que l'orientation peut venir de là-haut,
la décision peut être prise à un autre endroit que là où on se trouve, mais lorsque la décision est prise, surtout qu'on y a participé, il faut être capable non seulement d'assumer, mais surtout d'expliquer. On ne peut pas rajouter, à partir d'une explication, pour éclairer la lanterne publique, de la confusion à la confusion et accroître le doute et la suspicion dans l'opinion. Bien, encore 10 minutes à passer avec le jeune. Voilà, on va faire très très simple, monsieur le ministre. Oui ou non, c'est nos deux questions. Oui ou non, est-ce que vous êtes satisfait de la manière de la cession du port autonome de Conakry? Deuxième question, on a entendu le président de la République au débarcadère au niveau de Kaloum, et il disait très précisément, parce que ça fait partie des réclamations des travailleurs aujourd'hui, il a dit, si un seul travailleur perd son travail, venez brûler Sékou Touré. Est-ce que c'est une communication que vous comprenez? Est-ce que c'est cette réponse-là qu'il fallait donner aux travailleurs? Mon sentiment d'abord, c'est que, je le dis encore, il y a eu beaucoup d'émotions et de passion dans un dossier technique, financier, qui méritait une explication simple, de manière à aider à mieux comprendre. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, je vous ai dit les questions que je me pose lorsqu'il s'agit des contrats et des marchés publics. Je ne peux pas me prononcer sur un contrat dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Oui. Je ne peux pas donner un avis sur ce que je ne sais pas. Mais je dis que par principe, lorsque j'ai envie de faire un débat, je cherche à savoir et à comprendre. Et cette sortie du président, justement? Le président de la République... La passion aussi, ou le cœur? Non, moi je pense que le président de la République, depuis 8 ans, nous vivons avec lui, nous le connaissons. Et ce qu'on peut lui reprocher souvent, c'est de dire exactement ce qu'il pense et souvent de rappeler son passé d'opposant alors qu'il est dans les contraintes de l'État. Et c'est vrai qu'il parle plus souvent avec le cœur, mais c'est la nature de l'homme que d'exprimer des points de vue allant dans le sens. On est président de la République, on n'est pas père de famille, c'est important. Allez-y, allez-y Moussa. Des grandes gueules. Il est le père de la famille Guinée. Ce qui me taraude l'esprit, monsieur le ministre, c'est qu'il y a une difficulté à trouver quelqu'un au sein de l'appareil d'État pour expliquer à l'opinion publique les tenants et les aboutissants de ce contrat. Le ministre de Transport s'y a essayé, s'est frotté, mais c'est un échec lamentable parce qu'il n'a pas pu expliquer réellement sur quoi repose ce contrat. Les deux directrices, qui sont quand même, je veux dire, le bras ouvrier technique du port autonome de Conakry, n'ont pas pu également expliquer ce contrat. D'ailleurs, ils ont fait pire que le ministre des Transports. Alors, pourquoi cette difficulté à trouver quelqu'un pour expliquer un contrat qui, on l'entend bien du côté du gouvernement, a été signé en bonne et due forme? Je vais recommander au gouvernement de t'engager, peut-être que tu pourras mieux expliquer, une fois que tu auras pris connaissance du contrat, parce que peut-être au-delà du contenu du contrat, effectivement, il y a peut-être la faculté à l'expliquer de manière à ce qu'il soit mieux compris. Et jusqu'ici, il y a beaucoup d'explications à différents niveaux qui ne donnent pas la pleine mesure du contrat et ne permet pas à l'opinion de saisir la véracité des choses. Moi-même, qui suis membre du gouvernement, il est vrai, quand j'entends les uns et les autres, pourtant il s'agit du même contrat, les sons de cloche sont tellement différents, comme je dis, on ajoute la confusion à la confusion, et peut-être une vérité qui est simple n'arrive pas à être dite, donc n'arrive pas à être comprise. Peut-être qu'il y a un déficit de communication ou une absence totale de compréhension du contrat qui suscite aujourd'hui toute la passion qu'il y a autour. Il est du devoir du gouvernement à travers le ministère de tutelle et la direction du port, et peut-être même au niveau même du gouvernement, puisque l'affaire prend une ampleur qui ne se limite plus maintenant à la seule tutelle de ce gouvernement. Non, qui n'ont pas vu le contrat. Je viens de vous dire, quand on dit qu'on est responsable, oui, je l'ai entendu, comme toi, Roby, ça ne veut pas dire que je partage leur position. Parce que, encore une fois de plus, avant de poser un acte, surtout lorsqu'il s'agit d'engager le pays, ça demande de la conscience, ça demande du scrupule, ça demande de la responsabilité. C'est même grave que de le dire comme ça a été fait, parce que ça montre une certaine légèreté lorsqu'il s'agit des affaires aussi sérieuses que celles qui concernent ce contrat du port. Mais, encore une fois de plus, lorsqu'on n'est pas convaincu, il ne faut pas être engagé dans l'espace public. Parce que pour être convaincant, il faut être soi-même convaincu. Or, on n'a pas encore vu de gens convaincus jusqu'à maintenant sur ce contrat pour être convaincant. En définitive, vous pensez comme beaucoup de Guinéens que ces deux directrices
à travers le théâtre que nous avons observé ces jours-ci, ont fait manifestement montre étalage sur la place publique de toutes leurs incompétences à pouvoir être à la tête de ce patrimoine national. Deuxième question, le cas du SLEG et la rentrée des classes, ça trotte dans les esprits de tous les Guinéens, mais aucune date ne se précise. Alors que l'année dernière, l'ancien ministre Kaoukare avait déjà pris la résolution de faire avancer la date de la rentrée des classes au 15 septembre. Cette année, ce n'est pas évident que la rentrée ait lieu en ce mois de septembre à cause de toute l'hypothèque qui pèse sur les négociations, les nouvelles négociations engagées entre le gouvernement et le SLEG. Vous avez été un des parrains donc de l'accord qui a été signé par le gouvernement et le SLEG au mois de mars ou au mois de février, je crois. Et tout le monde savait que ces négociations allaient revenir et rien n'est garanti que la rentrée des classes ne va pas être compromise à cause de ces négociations. Les grandes gueules. D'abord, le SLEG a fait la preuve de sa bonne foi et de son sens de la responsabilité en revenant autour de la table pour négocier autour des questions qui étaient en instance. On ne négocie que lorsqu'on est en désaccord. On ne négocie que lorsqu'il y a une difficulté. Moi, je ne préjuge pas de l'issue des négociations, mais je suis convaincu que la crise peut être évitée parce que le gouvernement en a la volonté et nos interlocuteurs, jusqu'à maintenant, lorsqu'il s'agit des questions difficiles et insurmontables, parfois, on fait preuve de responsabilité. Donc, la volonté du gouvernement conjuguée à la responsabilité du SLEG, je ne suis pas convaincu qu'on ira vers une nouvelle crise. Ok, allez-y, Moussa. Ministre, le débat politique a pris une toute autre tournure, en tout cas avant la nouvelle saison. Il se communautarise de plus en plus et souvent ça vient des acteurs politiques. Et pour ne rien arranger, à l'issue donc de l'accord que vous avez trouvé sur le contentieux électoral, eh bien, on a entendu même des religieux, de façon illustrative, l'imam de Kindia se prononcer là-dessus. On sent une sorte d'exclusion dans ses propos. Quelle analyse vous faites de ces sorties médiatiques et de l'imam, mais également du patriarche de la Basse-Côte? Les grandes gueules. D'abord, je suis très, très étonné que l'interprétation de l'accord, pour la plupart du temps, n'ait pas correspondu à la réalité. De quoi il s'agit? Dès le départ, on avait une double exigence. Le respect de la loi et donner le sentiment à l'opposition d'être rétablie dans les droits qu'elle a estimé bafoués dans le processus électoral. Mais l'accord politique a pris en compte l'une et l'autre exigence. Quand j'entends des violations de la loi, je me demande de quelle loi il s'agit. Est-ce qu'on a modifié les résultats issus des urnes? Est-ce qu'on a modifié le nombre de suffrages obtenus par chacun des partis ayant participé aux élections? Laissez-moi d'abord vous répondre pour que vous compreniez mieux. Alors, oui, mais non, moi je réponds en même temps. Allez-y, parce que je ne crois pas à un seul moment que la décision rendue par la justice ait été violée. Elle aurait été violée si, comme l'opposition l'avait exigé au départ, on avait rétabli ce qu'elle a appelé la vérité des urnes, c'est-à-dire une modification des résultats initiaux. Mais à aucun moment, les résultats tels que proclamés par la CENI et confirmés par la justice n'ont été violés. De quelle violation de loi parle-t-on? Deuxièmement, l'accord a pris en compte ce que les partis traditionnellement, à la sortie de chaque élection, font. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas une majorité pour gouverner, mais vous la constituez avec d'autres partis politiques. On parle de majorité élargie, on parle d'alliance, on parle de coalition. Aujourd'hui, prenons les deux cas où il y a le plus d'agitation et d'émotion, Doubreka et Kindia. Mais ce que l'on oublie et qui est une manipulation de l'opinion pour essayer de la détourner de ce qui est essentiel. Et sincèrement, c'est dommage lorsque ça vient d'une élite, qu'elle soit religieuse, morale et politique. Parce qu'à Kindia, on veut faire croire que le RPG, tout seul, a gagné la commune et qu'il a décidé de céder la commune à l'UFDG. Mais je vous apprends que l'UFDG et le RPG, par le nombre de conseils obtenus, aucun des deux partis ne peut seul prendre la mairie de Kindia. Mais avant même, s'il vous plaît, avant même les élections locales, mais la délégation spéciale de Kindia a été dirigée par qui? Par l'UFDG. Mais l'UFDG aujourd'hui n'a pas de majorité telle que les résultats ont été donnés.
à l'issue des élections pour prendre la mairie de Kindia. Il en est de même pour le RPG. Alors qui cède à l'autre la commune, puisque personne là au départ. Ça, c'est une première question. Voilà. Les grandes gueules. Ouais. La loi dit qu'il faut un vote secret au sein des conseils communaux pour désigner le maire. Mais la loi n'interdit pas en démocratie que les partis s'allient avant le vote pour s'assurer d'une majorité. Alors, ce que nous sommes en train de dire, monsieur le ministre, permet Moussa Moïse, ce que nous sommes en train de dire, le respect de la loi touche à deux choses. Et apparemment, vous n'avez pris en compte qu'une seule. Et le respect donc du résultat des urnes, c'est une chose. Mais de l'autre côté, le respect du mode de désignation du maire est également indiqué par la loi. Non. S'il te plaît, Tamba, laisse-moi t'expliquer le plus simplement, parce que quand même, tu es un leader d'opinion. Si toi déjà qui es leader d'opinion, tu ne comprends pas, alors je ne peux pas désespérer du commun des citoyens. Je viens de dire que et l'UFDG et le RPG ont chacun 17 conseillers. Aucun des deux partis ne peut prétendre, avec le nombre de conseillers obtenus selon leurs résultats, à diriger la mairie de Kindia. Pour le faire, il faut nécessairement faire une alliance avec les autres conseillers issus des autres formations politiques. Mais si les gens décident, avant le vote, de s'allier ou de désister les uns pour les autres, en quoi cela enfreint la loi? C'est vous, finalement, à vous écouter. Parce que moi, je vous écoute et je comprends que c'est vous plutôt, monsieur le ministre, c'est vous qui ne m'avez pas compris. Il y a une démarche bien simple. Vous allez au vote. Tamba, je te pose une question. Est-ce que la loi fait obligation au RPG de présenter un candidat pour la mairie? Je réponds à votre question. De s'opposer à une candidature? Je réponds à votre question tout simplement. Il y a un processus qui est bien défini par la loi. Absolument. Vous allez, vous votez. Ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez devant les juridictions. Là, je suis tout au début. Vous allez devant les juridictions qui vont donner leur verdict. Alors, vous êtes à ce moment-là obligé de vous conformer à cela. Mais du moment où vous allez à un autre dialogue pour dire qui va être maire d'une telle localité, là, vous êtes en plein dans une déviation de la loi. La loi, Tamba, dans le mode de désignation, est très simple. C'est un vote direct. C'est de cela qu'il s'agit. Je regrette pour vous dire que ce n'est pas une violation de la loi. C'est vrai que l'accord de désistement qui a permis de mettre fin au contentieux électoral a concerné dans un premier temps le RPG et l'UFDG. Mais dans un second temps, il y a eu une alliance entre l'UFR et le RPG, comme l'UFR a conclu des alliances dans d'autres circonscriptions avec d'autres formations politiques. Mais de quoi nous parlons? Ou nous parlons de démocratie, ou nous sommes sur la planète Terre, ou nous sommes en train de planer dans le ciel. Mais vous voyez, par exemple, pourquoi on parle de triangulaire en France? Lorsque une élection se fait et que personne n'a la majorité, parfois même il y a des alliances contre nature qui se font pour avoir une majorité, même en amont, avant même que l'élection ait lieu. À plus forte raison, lorsque l'élection a eu lieu. Et puis de toutes les façons, quel que soit le maire désigné, parce que le maire, il a la tête de l'exécutif, mais ça ne fait pas perdre aux autres formations politiques le nombre de conseillers obtenus au sein de conseil communal. Donc que vous fassiez une alliance pour contrôler la mairie, ou que vous ne fassiez pas d'alliance, vous êtes condamné à cohabiter au sein du conseil communal. Autant donc vous entendre, quelle que soit la forme, pour ne pas qu'il y ait une paralysie du conseil communal et qu'il y ait les chicaneries politiques sur le terrain au sein du conseil communal qui devait un conseil de gestion d'une commune. Bien. Maintenant, je réponds à la deuxième question. Moi, je suis un enfant du pays. Je suis un patriote. Je pense que nous avons un pacte républicain et nous avons une exigence démocratique. Tous ceux qui s'inscrivent à l'encontre du pacte républicain ou bafouent les valeurs de la démocratie doivent être punis comme cela se doit. Là où on parle de l'application de la loi. Mais face à des propos ou à des attitudes irresponsables qui menacent la cohésion sociale et constituent un obstacle pour l'unité nationale, l'État ne doit pas être indifférent et la justice ne doit pas se montrer impuissante. Bien. Monsieur Tibou Camara, notre invité ce matin chez les juges, allez-y Abakar. Sur la route des élections majeures attendues les années à venir dans notre pays, je parle des législatives mais aussi des présidentielles en 2020, il y a que dans le processus de préparation de ces élections, il y a le fichier électoral qui a fait débat à un moment donné, tout comme la mise en place d'une nouvelle CENI. Des accords ont été conclus récemment
récemment sur le contentieux électoral, donc qui est vidé, mais toujours est-il qu'il n'y a pas une grande lisibilité encore sur la mise en place de cette nouvelle CENI. Même si, sous la forme, les différentes parties au sein de la classe politique sont d'accord sur le nombre de commissaires devant en faire partie, mais à date, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on vous sait très engagé dans les négociations politiques. Qu'est-ce qui est prévu pour qu'on aille très rapidement sur ces questions, sur le fichier électoral, sur la CENI, Monsieur le ministre d'État? D'abord, il faut se féliciter du climat de confiance qui règne à nouveau entre les acteurs politiques. Les grandes gueules. Non seulement de décrisper l'atmosphère politique et sociale, mais d'aller dans un processus de règlement de toutes les questions qui étaient en instance. Vous l'avez dit, la nouvelle CENI, alors que personne n'y croyait, a été le résultat d'un consensus entre les différentes forces politiques. Parce que là aussi, c'est un faux débat qui ne peut avoir lieu qu'en Guinée. Vous ne pouvez pas avoir moins que quelqu'un aux élections et prétendre à la même chose que lui. Vous savez, j'aime souvent répéter cette phrase. Lorsque il s'est agi de Napoléon et de Châteaubriand, on a demandé à Napoléon de racheter Châteaubriand parce qu'il était devenu une menace pour lui. Et Napoléon a répondu, c'est pas de l'acheter, mais c'est de l'acheter au prix auquel il s'estime. La plupart des Guinéens se vendent plus cher qu'ils ne valent. C'est ça la difficulté. Donc, lorsque les partis politiques se retrouvent, on dit c'est la tyrannie des grands partis. Mais allez aux élections et des résultats qui font de vous de grands partis. Mais on ne peut pas décréter qu'on est grands partis, qu'on est petits partis. Et on parle de la dictature de l'UFDG et du RPG. Mais ce sont les résultats des élections, c'est-à-dire le choix souverain du peuple de Guinée qui en font des forces politiques. Les grandes gueules. C'est le seul pays où vous faites une alliance avec quelqu'un qui n'a pas de poids électoral. Où vous appelez quelqu'un dans une alliance ou dans une majorité où il ne vous apporte rien que sa personne. Il faut que nous fassions soit de la politique, nous nous plions aux exigences de la démocratie, ou alors nous restons dans l'émotion, dans la passion et nous faisons fausse route. Et nous entravons la bonne marche de notre démocratie. Parce que je termine sur ça. Vous avez vu récemment en Allemagne, pendant combien de temps le pays n'a pas eu de gouvernement? Parce que simplement, les acteurs politiques négociaient la place et le rôle de chacun dans le gouvernement. Quand on le fait en Guinée, on dit non, les politiques ne pensent qu'à leurs intérêts. Pourtant, on le fait même dans les grandes démocraties. Bien. Thibaut Camara, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, évidemment. Notre invité ce matin, ce jeudi, monsieur Thibaut Camara, il faut le rappeler, vous le voyez à l'écran. Moussa Moïsila, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Le scénario que nous ont offert les deux directrices du port autonome de Conakry dénote de leur réserve réelle vis-à-vis du contrat qu'elles ont pourtant signé. Oui Moi, ou je non? pense que... Oui ou non, monsieur le ministre? C'est une méconnaissance de leur rôle. Oui ou non? Et une violation des principes d'engagement dans le service public. Donc oui. Oui quoi? Alors je vais rebondir là-dessus. Oui ou non, à l'issue de ce spectacle dont on continue à se délecter sur les réseaux sociaux, oui ou non, et le ministre de la tutelle, monsieur Abakar Silla, et les deux directrices doivent partir. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ce n'est pas une décision que je prends. Voilà. Donc je ne peux pas me prononcer. Joker, allez-y Moussa Moïsila. Oui ou non, depuis la nomination de Dr Kassori à la tête du palais de la Colombe, Fama, le président, se sent plus léger? Oui. Oui. Oui ou non, à cette allure, vu le temps que prend l'installation des exécutifs communaux, on risque d'avoir un glissement de calendrier sur l'organisation des élections législatives? Non. Oui ou non, l'actuelle CENI n'organisera pas les prochaines élections législatives? Non. Non. Oui ou non, pour vous donner plus de repos et pour avoir moins d'accords politiques en Guinée, il faudrait que les Guinéens pensent à un véritable système électoral qui fonctionne et qui marche? Oui. Oui ou non, le gouvernement, le vôtre, est prêt à faire des propositions assez intéressantes au SLEG sur le débat concernant les 8 millions? Oui ou non, vous allez faire une proposition, c'est-à-dire que vous pourrez par exemple dire, nous vous proposons 2 millions, 3 millions sur les 8 millions, ou bien carrément vous leur offrirez rien.
Je ne fais pas partie de l'équipe des négociateurs, comme tu l'as remarqué, et la décision politique ne m'appartient pas. Oui ou non, monsieur le ministre, vous qui êtes conseiller aussi du chef de l'État, est-ce que le président pense que Dr Kassori Fofana lorgne un tant soit peu le fauteuil présidentiel? Non. Non. Oui ou non, la justice guinéenne fait beaucoup dans l'impunité, notamment dans la saisine dans l'auto-saisine par rapport à des personnes qui tiennent des propos ethnocentristes. Oui. Oui. Oui ou non, le Premier ministre Doncas, de manière appuyée, s'est dit être un farouche combattant contre la corruption et a pris des garanties vis-à-vis du peuple de Guinée. Oui ou non, cette lutte continue et bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous aurons des résultats dans ce sens, dans la lutte contre la corruption? Oui. Oui ou non, Dr Kassori, dans sa lutte contre la corruption, aura face à lui des contraintes exogènes liées à la protection du cercle rapproché du chef de l'État? Certainement. Oui ou non, vous condamnez avec la dernière énergie les déclarations attribuées au Kuntigi, mais aussi à l'imam central de Kindia? Oui. Alors, oui ou non, puisque vous le dites vous-même, la signature de la concession du port autonome de Conakry n'est pas un fait de prince. Alors oui ou non, cette signature est non conforme aux principes en vigueur en République de Guinée? Je ne pourrais pas en prononcer puisque j'ai dit que je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Oui ou non, monsieur le ministre, c'est une erreur de la part du gouvernement après la condamnation de l'actuel ministre de l'Agriculture dans un dossier en Belgique où le nom du Premier ministre est également cité. C'est une erreur de la part du gouvernement que de ne pas donner des explications au peuple de Guinée. Oui. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Oui ou non, les journées nationales de la presse, bientôt? Oui. Très bientôt. Oui. Alors oui ou non? Oui ou non? Et est-ce que ça se murmure? Est-ce que ça se discute? Est-ce que le gouvernement a l'intention d'ouvrir une enquête autour de cette condamnation dont parlait Moussa Yero? Il l'a déjà fait. Et il en a eu les conclusions qui ont rassuré qu'à ce stade, on ne peut pas conclure à la culpabilité de Madame la ministre de l'Agriculture. Bien au contraire, non seulement son innocence est apparue, mais on s'est rendu compte, comme cela arrive souvent avec la justice, que c'est une condamnation à défaut qui ne prend pas en compte toutes les dimensions du dossier. Sans compter que c'est une affaire à l'origine belgeo-belge. Et puis, être cité ne veut pas dire qu'on est accusé, encore moins qu'on est coupable. Si on devrait remercier tous ceux qui sont cités dans des affaires, on n'aurait pas de ministre en Guinée. Oui, mais est-ce que ce dossier, à son apparition, a mis beaucoup de vin dans l'eau de la lutte contre la corruption, beaucoup d'eau dans le vin, beaucoup d'eau dans le vin, parce que beaucoup de vin ça saoule. Beaucoup d'eau dans le vin de la lutte contre la corruption. Je vais vous faire une révélation. Est-ce que ça a adouci complètement ça? Lorsque l'affaire est arrivée, le président de la République et le Premier ministre ont demandé des explications à la ministre. Il y a eu une instruction interne au gouvernement par rapport au dossier. Et de l'issue de cette instruction dépendait la décision de la maintenir ou non dans le gouvernement. Et après avoir été convaincu des arguments qui ont été donnés, aussi bien le chef de l'État que le Premier ministre, qu'il a été décidé de son maintien dans le gouvernement. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan de la justice, elle a la possibilité, à travers ses avocats, ce qu'elle n'avait pas eu l'occasion la première fois, ce qui explique une condamnation par défaut. On n'a pas dit une condamnation pour culpabilité. Donc, l'avocat a pris le dossier en main pour établir l'innocence qu'elle a réussi à établir au sein du gouvernement à travers des explications tout à fait légitimes qui lui ont été demandées. Peut-être nous avons eu tort de ne pas dire que cette explication a été demandée, donnée et a établi l'innocence et le moins de responsabilité qu'on pourrait soupçonner de la ministre dans l'affaire. Et c'est ce qui explique aujourd'hui son maintien dans le gouvernement jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup et restons lucides. Bien. Pour les éloges et sereins devant les critiques. Voilà. Merci à vous tous à l'international. Demain, c'est Aboubacar Dolo qui vous retrouve évidemment avec l'autre équipe. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve avec Zik l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, les infos avec la rédaction. Allez, bon week-end par anticipation.